Voilà, le son est parfait, c'est réglé. Bon, désolé pour ces petits problèmes techniques. On va commencer tout de suite la conférence donc sur l'orientation post-bac. Donc, on va parler de l'orientation sur Parcoursup, hors Parcoursup, éventuellement de l'international pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est une conférence qui s'adresse principalement aux élèves en classe de terminale, donc qui vont être là dans les prochaines semaines sur le sujet de l'orientation Parcoursup, donc ils vont travailler l'orientation scolaire et professionnelle. On a aussi souvent pas mal d'étudiants en réorientation qui sont à la recherche en fait d'une nouvelle direction d'études, hein, qui ont fait une première année ou qui commencent à peine en fait un parcours et ils s'aperçoivent que c'est pas le bon parcours, donc ils ont envie de revenir en arrière. Et puis aussi, de plus en plus d'adultes en reprise d'études qui souhaitent retourner vers l'enseignement supérieur et reprendre une formation pour envisager une, reconversion professionnelle. Donc un mot rapide sur, le cabinet coaching Sup Orientation dont je suis le fondateur et dirigeant. Donc c'est un cabinet qui est basé à Paris, mais on travaille avec des clients et des élèves, des étudiants sur toute la France et maintenant de plus en plus dans la francophonie en fait, puisqu'on a beaucoup d'élèves et des clients expatriés aussi dans les pays francophones. Nous sommes un organisme certifié Calliope sur les actions de formation et les bilans de compétences. Et on travaille sur quatre grands domaines, en fait, tout ce qui est bilan d'orientation scolaire et coaching, le coaching pour l'orientation post-bac, donc on met dans l'orientation post-bac tout ce qui concerne l'orientation sur la plateforme Parcoursup, l'orientation sur la plateforme Mon Master, de plus en plus maintenant sur la plateforme du Royaume-Uni en fait qui s'appelle UCAS. Donc on travaille sur la France et à l'international. On fait aussi des accompagnements de coaching scolaire pour toutes les problématiques de performance au sens large, de méthodologie, de confiance, de gestion du stress. Et puis, on travaille aussi sur du coaching carrière pour les sujets autour de recherche de stage, de contrat d'alternance et les premiers jobs. Voilà, j'espère que la technique est toujours avec nous, que vous m'entendez toujours très bien et que vous voyez bien le partage de mon écran, en fait, les slides que je vais vous partager ce soir. Alors, bon, tout est parfait, merci Séverine. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous dresse un premier portrait de Parcoursup, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près 980 000 candidats, entre 950 et 980 000 candidats, cela dépend des années. Ce sont des lycéens qui sont scolarisés en France et à l'étranger, des candidats en réorientation et des candidats en reprise d'études. Ça, c'est le nombre de candidats qu'on a eu sur la session de 2025 et qui ont confirmé au moins un vœu. Donc déjà, une masse importante d'élèves, en fait, de candidats, 980 000. Et en face, on a sur la plateforme environ 25 000 formations qui étaient disponibles en 2025. Ça va peut-être un peu évoluer pour la session de 2026, mais on n'est pas loin de ce volume-là. Donc, vous voyez, c'est une masse importante, 980 000 candidats, 25 000 formations. Ce sont des formations publiques et privées, parce qu'on nous pose souvent la question à savoir est-ce qu'il y a sur Parcoursup que des formations publiques? Non, vous allez trouver les deux. Vous allez trouver des formations qui relèvent du public et d'autres qui relèvent du privé. Et aussi, c'est important de le mentionner, 11 000 formations en apprentissage. Donc, vous allez voir que vous avez la possibilité de faire des vœux supplémentaires, donc 10 vœux supplémentaires en apprentissage, en complément des vœux principaux sous statut étudiant. Et pour finir avec les chiffres, sur la session 2025, on a noté à peu près 14,3 millions de vœux, de sous-vœux et de vœux multiples qui ont été formulés par l'ensemble des candidats inscrits sur la plateforme. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une plateforme de stockage de données. Des données sur les élèves, des données sur les lycées et des données sur les formations. Donc c'est aussi, de ce point de vue-là, un super moteur de recherche parce que vous avez sur la plateforme toutes les formations actualisées. Normalement, elles vont s'actualiser sur la fin de l'année 2025 et en début d'année 2026. Donc vous avez en fait là sur c'est un méga moteur de recherche actualisé sur lequel vous allez trouver toutes les formations qui seront disponibles en accès à partir de septembre 2026 en première année. Parcoursup, c'est aussi une plateforme de transmission de données, et donc c'est une plateforme qui va faire la mise en relation entre les élèves
et les établissements du supérieur, hein, donc ça remplace, les anciens dossiers papier pour ceux qui ont connu ça ce soir, s'il y a des parents qui sont, connectés. Bah, voilà, ça on est à l'ère du digital, à l'ère des plateformes, donc on est sur quelque chose qui connecte en fait, les lycéens, les élèves et les établissements du supérieur. Parcoursup, c'est aussi une plateforme qui va aider les formations, les établissements dans la sélection des candidats par, la mise en place d'algorithmes, par la mise en place d'ordres d'appel, des classements, des aussi, il faut le dire, des éliminations, de candidats et puis qui va intégrer des paramètres comme, qui sont, souvent imposer à certaines formations, le pourcentage d'élèves boursiers, les élèves qui vont aller en internat et donc ça permet aux établissements une gestion plus fluide des candidats. C'est aussi une plateforme et vous allez le découvrir à partir du 2 juin 2026, une plateforme de gestion des résultats et des listes d'attente. Vous allez recevoir des, réponses négatives pour certains, des réponses positives, j'espère pour la plupart d'entre vous, et des réponses positives sous condition. Et parfois, vous n'allez pas recevoir de réponse puisque vous allez être en liste d'attente et si c'est dans le cadre de l'université ne pour les formations qui ne sont pas sélectives, ne vous indique pas qu'elle vous refuse, mais elle vous classe très loin dans les listes d'attente, donc du coup, vous n'avez pas de réponse. Voilà, c'était petite aparté sur le sur l'approche des universités, sur les formations non sélectives. Rapidement sur les top 10 des formations qui sont demandées sur Parcoursup, donc je ne sais pas si vous avez cette vision-là. Sont principalement en fait parmi les 1res formations qui sont demandées, c'est les parcours de santé, donc les parcours, PASS, hélas, parcours spécifique d'accès santé. Ensuite, tout ce qui, concerne les formations dans les écoles d'ingénieurs, avec prépa intégrée, ce qu'on appelle école d'ingénieurs post-bac ou avec prépa intégrée. Ensuite, la demande sur les écoles, les IFSI, hein, pour les infirmiers, les infirmières, les licences de droit, ensuite on a 2 BUT, BUT technique de commercialisation, BUT gestion des entreprises et des administrations. Ensuite arrivent les classes prépa, classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, donc MPSI et PCSI, un BTS en management commercial opérationnel et les programmes des grandes écoles, des écoles de commerce post-bac qui sont voilà, qui arrivent en 10 dans les formations les plus demandées. Voilà pour le top 10 de ce qui a été demandé en 2025 par l'ensemble des candidats, donc les 980 000 candidats. Mais ce que je voulais surtout vous partager ce soir, c'est, d'abord que Parcoursup, c'est un outil digital et en fait, on en fait, beaucoup trop autour de cette plateforme parce que le secret de la réussite des élèves, c'est pas tant la maîtrise de la plateforme Parcoursup, bien que ce soit, utile et nécessaire, mais ça relève surtout de votre réflexion, de votre stratégie en amont de la sélection et de l'inscription des vœux sur la plateforme. Parce que Parcoursup, c'est une modalité technique, c'est une modalité digitale, mais tout le travail, en fait, en profondeur, se fait bien en amont de tout ça, avant l'inscription des vœux sous la plateforme. Parce que si vous ne faites pas ce travail de réflexion stratégique, vous risquez de vous heurter, en fait, à la dure réalité de l'orientation post-bac et cette réalité, elle est, parfois dure à saisir. Il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 25 des élèves qui se réorientent après le bac+1, donc ça fait, vous voyez à peu près, vous divisez pratiquement, le chiffre que je vous ai donné, 950-980 000 par 4 et vous obtenez, pratiquement 220-230 000 candidats qui doivent se réorienter en cours de première année d'études supérieures ou à la fin de leur, 1re année d'études supérieures. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'énorme, donc ça veut dire qu'il y a tout un travail en amont qui n'a pas été fait, qui a été mal fait par les élèves, donc il faut vraiment faire attention à ces aspects-là. Et puis quand on regarde un petit peu plus loin, quand on regarde en fait ce que deviennent les élèves qui ont réussi le bac sur une cohorte donnée, on s'aperçoit que, 40 des étudiants ne valident pas leur licence en 3 ou 4 ans et ça montre bien que, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis autour de l'orientation dans le supérieur parce qu'il y a une vraie méconnaissance des,
des élèves et des familles sur le sujet de l'orientation et je m'en rends compte. Donc moi, en tant que voilà, je suis, Thierry Fitoussi, je peut-être que je me suis pas présenté directement, et je suis professeur associé en école, de communication, en école de commerce, en école d'ingénieur et ponctuellement à l'université. Donc je connais bien les élèves, dans le supérieur de l'année 1 à l'année 5, hein, jusqu'au master 2 et je vois bien qu'effectivement il y a une vraie méconnaissance du monde de l'enseignement supérieur et il y a vraiment un gap de niveau entre ce que les élèves connaissent dans le secondaire jusqu'au lycée et ce qui se passe après dans le supérieur. On passe à une autre dimension et il faut vraiment s'y préparer. Donc la question de ce soir, c'était, que les élèves doivent se poser, c'est: quelles sont les stratégies d'orientation ou les démarches ou les attitudes que les élèves, ceux en tout cas qui obtiennent les vœux dans les meilleures formations sur Parcoursup, adoptent et comment en fait ensuite ils réussissent leur cursus dans l'enseignement supérieur? Donc il y a un certain nombre de points de passage qui sont importants à retenir et à bien intégrer en fait dans votre année de terminale, hein, pour, la plupart, de ceux qui sont présents ce soir. J'imagine que ça concerne l'année de terminale. Donc la 1 c'est de faire avec le calendrier Parcoursup sur l'année et aussi dans vos démarches d'orientation et dans votre préparation académique. C'est un calendrier qui est très structurant, donc vous devez bien sûr le noter. On va vous partager là les dates puisqu'elles sont arrivées, je crois en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Et le respect de ces échéances, c'est pas négociable, c'est pas optionnel, donc c'est vraiment, quelque chose que vous devez noter dans votre agenda. Donc je vous les partage tout de suite. Vous allez avoir accès à la plateforme actualisée à partir de mi-décembre 2025. Vous pouvez y accéder dès maintenant, mais en tout cas, les formations vont actualiser leurs fiches, leur contenu à partir de la mi-décembre, hein. Vous aurez quelque chose d'assez précis jusqu'à mi-janvier. La première phase commence le 19 janvier, donc jusqu'au 12 mars. C'est la phase d'inscription et de formulation des vœux. Donc vous avez pratiquement, 2 mois, un peu moins, pour, sélectionner, créer votre dossier, sélectionner vos vœux, inscrire vos vœux. Et ensuite, vous avez une période de, 3 semaines environ pour compléter vos candidatures, c'est-à-dire, compléter, les éléments que vous demandent les établissements, faire des projets de formation motivés, déposer un CV, remplir un questionnaire, déposer un document spécifique selon les formations et donc ça vous amène de janvier à avril et entre avril et le 2 juin, on a à peu près 2 mois pendant lesquels les formations, les établissements vont étudier les dossiers, vont classer les candidats et le 2 juin, en début d'après-midi ou en soirée, vous allez recevoir les résultats avec les vœux acceptés, les vœux refusés et les vœux en liste d'attente et commence ensuite, à ce moment-là, une nouvelle période qui va vous amener jusqu'au 11 juillet, donc fin de la phase d'admission principale. Donc logiquement, vous devriez avoir vos résultats, dans cette période-là et pour ceux qui n'obtiennent pas de résultats, bah, vous allez partir sur la phase complémentaire et cette phase complémentaire, elle s'étend jusqu'au 10 septembre 2026. Donc je ne souhaite pas de rentrer dans cette phase complémentaire parce que c'est le début de la galère pour, vos vœux, parce que ça veut dire que vous n'avez pas été accepté en première intention, donc ça vous amène assez loin. 2e idée, c'est bien sûr, on parle d'orientation, mais l'académique est essentiel dans ces schémas d'orientation, dans cette réflexion d'orientation. On est mi-octobre, on a fait la moitié du 1er trimestre, il est encore temps de monter en puissance sur les résultats académiques. Ça veut dire quoi pour l'élève? Ses notes, bien sûr, mais aussi sa position dans la classe, parce que vous savez que ça compte dans l'appréciation, par les formations, ce qu'on appelle le ranking en fait des candidats, la position du candidat dans la classe et la position du candidat, de l'élève, notamment sur ces 2 spécialités, hein. Vous savez que ou peut-être que vous ne le savez pas, mais les établissements, pour l'appréciation des résultats académiques des élèves, vont se baser sur les résultats de première, que ce soit les 3 trimestres de première ou les 2 semestres de première et les 2 trimestres de terminale ou le semestre de terminale, plus les résultats, du contrôle continu de première et du bac de français qui figurent sur la fiche Cyclades. Donc, ne lâchez rien, continuez à vraiment, vous investir, à passer du temps parce qu'il est encore temps de monter en puissance sur vos résultats académiques. C'est quand même ça, le levier principal sur lequel vous allez devoir agir. 3e point,
Il faut, changer d'état d'esprit dès maintenant. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'enseignement supérieur, c'est un univers de concurrence, c'est un univers de sélection et ça, je sais que c'est un peu le cas au lycée, mais vous allez voir, c'est puissance, 10 000 quelque part parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a peu d'élus dans le domaine du supérieur et plus ça, vous allez vous en rendre compte pour la première année, l'accès en première année, mais ensuite, en année 2, en année 3, en année 4, en année 5, bah, selon les parcours que vous allez choisir, vous allez voir qu'il va rester de moins en moins d'étudiants en fin de cursus et vous allez devoir repasser par ce même schéma-là, une fois que vous serez à la fin de votre troisième année, en licence troisième année ou en bachelor, pour ensuite intégrer la plateforme Mon Master. Donc on recommence, on prend les mêmes et on recommence, sauf qu'il y a de moins en moins de places, pour les master 1 et les master 2. Donc cette logique de sélection, elle est inhérente, elle est consubstantielle à l'enseignement supérieur. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et il faut intégrer ça dès maintenant, sinon vous allez, avoir de grandes difficultés pour la suite et donc qui dit, ben, concurrence, sélection dit, heu, ça vous demande en tout cas de réfléchir à comment, sortir du lot, comment vous distinguer et comment avoir le meilleur dossier possible et ça s'oppose à la logique d'examen qui existe dans le secondaire, hein, au collège ou au lycée, où il suffit d'avoir un 10/20 pour passer d'année en année, de classe en classe ou d'obtenir un brevet ou un bac. Là, c'est plus du tout le cas. Il faut être meilleur que les autres candidats. Un exemple, mais je pourrais en trouver des centaines, des milliers, heu pour quelqu'un qui veut faire une licence de droit à Paris 1 Sorbonne ou à Paris 2 Assas, les 2 meilleures universités en droit en France, vous avez 15 000 candidats pour 745 places. Voilà, donc ça vous dit, d'emblée la difficulté de ce type, de parcours que vous allez rencontrer. Autre point, l'élève doit être en autonomie sur ces sujets-là, il doit explorer en profondeur les fiches formation qui sont mises à jour sur la plateforme Parcoursup. C'est pas optionnel, c'est aussi quelque chose de non négociable. Il faut bien rentrer dans le détail de ces fiches, les critères de sélection, les taux d'accès, les statistiques. Vous avez de plus en plus d'informations sur la plateforme et donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne, les critères de sélection, ces taux d'accès. Vous pouvez même faire des simulations, voir un petit peu si vous avez des chances ou pas d'être admis, donc il faut passer du temps sur ces fiches et le mieux, c'est que ce soit l'élève qui passe le temps sur ces fiches et pas les parents parce qu'il s'agit de son orientation, il s'agit de sa formation. Quand c'est les parents qui font trop de choses à la place du candidat, de l'élève, il y a quand même un risque de désinvestissement et souvent, moi je le vois avec les candidats ou les élèves qu'on voit après dans le supérieur, quand l'élève ne s'est pas impliqué, quand il n'était pas en responsabilité de son orientation, ça aboutit souvent derrière à une réorientation. Ensuite, voilà, demandez, à vos enfants, s'il y a des parents connectés ce soir ou aux élèves qui sont là ce soir, d'être proactifs sur le sujet de l'orientation. C'est-à-dire que vous devez faire des salons, c'est quand même un minimum. Idéalement des journées portes ouvertes, des formations qui vous intéressent. Vous devez, pourquoi pas, contacter les services d'admission des établissements ou des formations cibles quand ils vous laissent un numéro de téléphone ou quand ils ont la possibilité d'échanger avec le public intéressé, ben ça montre que, vous pouvez les contacter, vous pouvez échanger avec eux, vous pouvez leur poser des questions, donc n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour ça et encore mieux, si vous pouvez prendre des rendez-vous individuels, ben c'est vraiment, idéal. Donc ne faites pas tout à distance, ne faites pas tout en consultation documentaire ou théorique. Allez le plus souvent dans les établissements, allez sur les campus, essayez de vous rendre compte de la réalité de ces cursus-là, parce qu'il y a ce qui est affiché et puis il y a la réalité du parcours, il y a la réalité du cursus, il y a la réalité de l'école. Parlez aux étudiants qui sont dans le cursus, qui sont en première, deuxième, troisième année. Parlez à des diplômés, si vous arrivez à en trouver sur les réseaux, aujourd'hui, c'est quand même assez facile. Parlez aux professeurs, parlez au staff et faites-vous votre propre idée au-delà des brochures, au-delà des aspects, publicitaires que vous allez trouver. Pour les élèves qui sont connectés, mon message, c'est de vous inciter à vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment. Je sais que, pour accompagner chaque année, plusieurs élèves, en fait, je me rends compte que beaucoup d'élèves savent ce qu'ils ne veulent pas faire, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est le moment de se poser la question. De toute manière, il n'y a pas
de parcours dans lequel vous serez satisfait à 100. Il y a toujours des choses qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire, des profs que vous allez aimer, des profs que vous allez pas aimer, des cours que vous allez adorer, des cours que vous allez détester. C'est comme ça, c'est, le lot des études supérieures, c'est le lot de l'activité professionnelle aussi. Donc il faut c'est le moment un moment d'introspection, posez-vous les bonnes questions, essayez de faire émerger des objectifs et surtout un plan d'action pour atteindre ces objectifs parce que ça, c'est vraiment essentiel. C'est pas que de la réflexion, cognitive, c'est aussi des actions concrètes sur le terrain à mettre en place. Ensuite, on passe à la phase des dossiers de candidature, donc c'est ça aussi qui fait la différence. Quand on vous demande des documents, bah, il faut les produire et faites en sorte que ces documents soient de qualité, que ce soit le CV, que ce soit des lettres de motivation personnalisées, que ce soit la description de vos activités extrascolaires. Faites le lien entre vos compétences actuelles et les attendus de la formation. Tout ça, ça se réfléchit, ça se travaille, on ne fait pas ça au hasard, et c'est comme ça que les formations arrivent à détecter les bons profils, les bons candidats, parce que n'oubliez pas, bah, vous êtes, heu, en compétition, notamment sur les formations sélectives ou les formations hyper sélectives et donc il faut avoir le meilleur dossier possible et chaque je dirais, plus ça va, plus je me rends compte que chaque détail compte. Les détails académiques, les détails extra-académiques, les évaluations de vos professeurs, les évaluations, sur la fiche à venir du proviseur, de l'équipe pédagogique et surtout, 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 je sais que ça arrive tout le temps, les remarques ou les évaluations sur l'attitude de l'élève ou sur le comportemental, ça, c'est aussi quelque chose de non négociable. C'est-à-dire que, vous pouvez pas, même si vous avez des bonnes notes, vous pouvez pas avoir des remarques qui indiquent que vous êtes, un bon élève, mais que vous perturbez la classe, que vous êtes, je sais pas moi, que vous parlez mal au professeur. Donc ça, évitez absolument ce genre de détails sur vos bulletins et sur votre fiche à venir. C'est vraiment rédhibitoire pour les formations. Plus que des notes qui sont un peu justes, mais ça, c'est vraiment, disqualifiant. Ensuite, il est pertinent quand même de, diversifier vos vœux. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, pardon. Même si vous êtes un bon élève ou un très bon élève, ça ne garantit pas, le succès absolu. Donc il faut quand même, toujours avoir un plan B ou un plan C et toujours un plan de secours et puis pour ceux qui le peuvent, peut-être penser aussi, en dehors de la France, penser à l'international et pour certains profils, penser aux formations en dehors de Parcoursup. C'est vraiment, il y a aussi des choses qui existent en dehors de Parcoursup, on n'y pense pas tout le temps, mais ça peut être aussi intéressant. Ensuite, vous avez des candidats qui vont se retrouver sur des, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, je vais y répondre après, hein, Séverine notamment. Il faut préparer en amont et avec méthode, en fait, tout ce qui est concours, parce qu'il y a aussi, des concours, notamment pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, Sciences Po, les instituts d'études politiques. Il y a des formations aussi, très sélectives comme certaines classes prépa ou certains BUT qui vont vous demander, des éléments complémentaires, de rédiger des essais, un CV de qualité, peut-être des lettres de recommandation. Donc, bah, tout ça, ça s'improvise pas. C'est pas le 12 mars que vous allez, produire ces documents. Il faut l'anticiper au maximum. Là, on a le temps, on est encore en octobre. Donc essayez de vous renseigner pour, voir comment vous allez vous préparer au mieux sur ces sujets-là et je le répète, en fait, la réussite de l'orientation post-bac, elle réside surtout dans l'anticipation, dans la préparation et dans une réflexion un peu stratégique, autour de tous ces sujets. Ensuite, je crois qu'au niveau des élèves, il faut, l'année de terminale, elle est très chargée avec, le rythme est très intense. Il y a des bacs blancs, il y a des DST, il va y avoir la préparation, des spécialités en fin d'année, il va y avoir le grand oral, il y a l'orientation Parcoursup, il y a, éventuellement les concours pour ceux qui passent des concours, il y a ceux qui font les candidatures, à l'international. Moi, je vois tout ça déjà, nous on accompagne déjà des élèves depuis le fin août, début septembre, donc je vois déjà que ça commence à monter en puissance et ça va continuer encore à, monter en puissance. Donc il faut, être très discipliné, il faut programmer des routines de travail, il faut bien gérer son temps et ses priorités
il faut rester focus, ne rien lâcher et puis bien sûr, je sais que ça génère beaucoup de stress, d'anxiété, donc il faut trouver aussi une façon d'équilibrer un petit peu tout ça pour, avancer à la fois sur la partie, scolaire et à la fois sur la partie orientation qui vous demande, de vous projeter, sur l'année prochaine pour septembre 2026. Et puis surtout, ne restez pas seul, dans ce raisonnement-là, dans ce parcours-là, demandez de l'aide, que ce soit pour travailler. Vous allez vous rendre compte que dans le supérieur, bah, en fait, ce qui fait aussi la réussite, c'est la capacité à travailler en équipe, en collectif, en groupe. Donc, prenez ces bonnes habitudes dès maintenant, que ce soit pour la partie scolaire comme pour la partie d'orientation. On est meilleur à plusieurs, on va peut-être plus loin, on est plus juste. Donc, essayez de réfléchir et de construire votre stratégie d'orientation pour faire la différence avec, un petit groupe d'amis et un collectif. Alors, souvent la question qu'on nous pose, en fait, je vois avec les parents et les élèves, c'est: «Est-ce que c'est utile de travailler avec un expert, avec un coach pour réussir son orientation, post-bac?» Alors, la réponse, elle est pas si évidente que ça, même si je dirige un cabinet de coaching professionnel. Je vais vous dire dans quel cas j'estime que c'est pertinent et dans quel cas ça ne l'est pas. Heu, donc nous, on produit surtout du coaching individuel. Alors c'est utile dans 6 cas de figure, en fait. Quand l'élève est complètement perdu face au choix qu'il doit faire et franchement jusqu'à présent, il ne s'est pas du tout, penché sur le sujet, il a pas de projet professionnel clair et précis, bref, il ne sait pas où il va. Donc il part de zéro, il part d'une feuille blanche. Là, c'est compliqué. Donc là, ça peut être utile de travailler avec un coach. Autre cas de figure, il y a des élèves qui sont très focus sur le scolaire, sur l'académie, qui sont très anxieux, qui passent beaucoup de temps sur le travail scolaire. Donc ils n'ont pas de temps pour l'orientation, ils n'ont pas la motivation pour aller, chercher les filières et les cursus et donc avec le travail avec un coach, ça va lui faire gagner du temps parce que le coach va lui, mâcher un petit peu le travail et lui donner des éléments un peu clés en main qui lui permettront de prendre une décision plus rapidement. Troisième cas de figure, profil d'élèves avec, des dossiers scolaires un peu justes ou faibles ou alors des incidents de parcours. Des incidents de parcours, qu'est-ce que j'appelle incident de parcours? Une mauvaise note, par exemple, au bac de français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, une note en dessous de 10, par exemple, ou, une vraie faiblesse sur l'une des spécialités. Bon, ça, c'est compliqué. Donc là, effectivement, il y a tout un travail à faire avec le coach pour affiner vos choix en fonction de ces éléments qui peuvent, véritablement interférer dans la sélection des candidats. Quatrième cas de figure, l'élève, n'est pas du tout en confiance. Il va soit s'auto-censurer pour aller demander des belles formations, des formations sélectives, soit, cas de figure où aussi on a des fois des élèves, qui sont dans l'euphorie, qui pensent avoir des super notes et qui, n'écoutent pas trop un peu ce qui se passe autour d'eux et qui vont aller demander des fois des formations complètement en décalage avec leur profil scolaire, avec, leur lycée d'origine. Parce que bon, bien sûr, on le sait tous, ça compte, hein, un 18 de moyenne dans un certain lycée, bah, ça vaut peut-être un 13-14 dans un autre lycée et réciproquement. Parfois dans certains établissements, les profs notent dures, donc 12-13, ça peut valoir 15-17 dans d'autres établissements. Donc il faut faire attention à ces aspects-là parce que c'est aussi, ça peut être très pénalisant. Cinquième cas de figure, c'est toujours compliqué de discuter de ces sujets d'orientation au sein de la famille, parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup d'émotions. Donc c'est bien des fois de confier à un tiers, l'accompagnement, ça peut être utile. Et puis il y a des élèves qui ont une peur panique de se tromper et même si derrière ils pourront se rattraper, mais bon, c'est sûr que un ça refait faire une année, mais ils ont besoin d'un avis extérieur sur le sujet. Donc ça, dans ces 6 cas de figure, ça peut être intéressant. Notre expérience nous montre que les élèves, en fait, quand on parle d'orientation post-bac ou de Parcoursup, les 3 grandes peurs, c'est ils ont clairement, peur d'être en situation d'échec et de faire le mauvais choix. Ils ont peur vraiment de pas être acceptés, hein, mais ça arrive, hein, parfois quand on a une mauvaise stratégie de vœux, même avec des bonnes notes, ben, des fois on risque de pas être pris ou d'être en liste d'attente et d'être dans le stress des listes d'attente là sur le mois de juin et juillet. Et puis parfois, ils trouvent que la procédure est complexe, donc ça peut être intéressant. Idem chez les parents, s'il y en a ce soir de connectés, bah, vous avez pour vos enfants peur de mal les conseiller, vous avez, peur de cette mauvaise orientation et puis vous avez des fois
sans le vouloir, vous leur transmettez en fait votre stress et vous mettez de la pression aux jeunes alors qu'ils en ont déjà et qui s'en mettent vraiment, et qui s'en mettent vraiment beaucoup. Donc voilà, faut trouver la bonne distance, le bon curseur. En fait, c'est un peu comme le choix des vœux. Donc bah, dans ce cas-là, c'est intéressant de travailler avec un coach, hein. Bien sûr, il faut que l'élève soit, partant. Il faut pas que ce soit une obligation pour lui. Il faut qu'il y trouve un intérêt et de la valeur et comme ça, on va travailler une stratégie claire. On va l'aider à maîtriser la procédure, on va renforcer sa confiance, on va optimiser son dossier avec nos équipes et bien sûr, bah, ça baisse la charge mentale de l'élève, ça baisse la charge mentale des parents sur le sujet et vous allez gagner du temps. Donc pour terminer sur cette conférence, je vous montre rapidement en fait les programmes qu'il existe aujourd'hui autour du post-bac. Il y en a 3 principaux, programme essentiel, un programme complet, un programme premium. Qu'est-ce qui varie? C'est le nombre de séances d'accompagnement en individuel, donc tout est de l'individuel, mais dans un premier cas, il y a 6 séances, dans un deuxième programme, il y en a 8, dans un dernier, il y en a 10. Le dernier étant le programme sur lequel on travaille à la fois la France et l'international et selon les programmes, les accompagnements se font en distanciel ou en présentiel si vous êtes sur Paris et la région parisienne et vous avez différents modules qui sont compris dans ces programmes. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas et qui veulent un peu aller plus loin, comprendre un peu comment on travaille sur les coachings, qu'est-ce qui est compris dans nos offres et combien ça coûte, bah, n'hésitez pas à, programmer un entretien avec nos équipes. On se fera un plaisir d'échanger avec vous, de comprendre votre problématique, de vous indiquer si le coaching d'orientation Parcoursup, c'est fait pour vous et c'est fait pour vos enfants et on vous transmettra dans la foulée un devis, personnalisé et un devis chiffré. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je suis, disponible pour vos questions. Alors si vous avez des questions sur les filières, sur les cursus, sur la stratégie, Séverine, les prix, on les donne en fait en fonction de la demande, en fait, des besoins des élèves et des parents. Donc en fait, il suffit simplement de cliquer pour prendre rendez-vous, et vous nous expliquez un peu vos enjeux, votre problématique et dans la foulée, vous avez le devis et la tarification. Hem, il y avait une question sur la diversification des vœux. J'ai pas compris là. Diversifier les vœux ne semble pas montrer un élève par certains de ses choix. Je comprends pas la question. De la diversification des vœux, j'ai pas compris. Diversifier ses vœux, en fait, c'est de ne pas demander éviter de demander, par exemple, heu, si le dossier n'est pas top, une seule filière. Par exemple, si votre dossier scolaire est un peu juste, ne demandez pas, que des classes préparatoires aux grandes écoles. Je vous dis ça, mais ça se voit, hein, chaque année, on voit ça, nous. Ne demandez pas, par exemple, que des filières sélectives dans le domaine de la santé. Ne demandez pas que des universités hyper sélectives, dans le domaine du droit. Donc il faut savoir un peu moduler, c'est ça la diversification, c'est de se laisser toujours, en fait, une porte de secours, une porte de sortie. C'est ça le alors, oui, c'est vrai, mais je comprends la remarque, en fait. Mais non, parce qu'en fait, il faut savoir que les formations ne voient pas l'intégralité des vœux. Chaque vœu est en quelque sorte étanche, en fait. La formation ne voit que le vœu pour lequel elle a été sollicitée. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre, 10 vœux dans 10 domaines différents. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais je pousse à l'extrême le raisonnement, mais on voit pas les formations ne voient pas l'intégralité des vœux du candidat. Elles ne voient que le vœu pour, lequel elle a été, sollicitée. Voilà. Donc Christine a bien répondu. Heu, merci Christine, vous avez complété ma réponse. Donc ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. Cécile, est-ce qu'on a des programmes juste pour le CV ou les lettres de motivation? On a des programmes, oui, sur la partie, sur ces parties-là.
Par contre, ce que nous, on ne fait pas, c'est de coaching juste à l'heure, en fait. On ne fait pas de séance de coaching pour 1 heure sur un sujet donné, parce que c'est contre-productif, ça fonctionne pas. Puis ça demande en général beaucoup plus de temps, parce il faut connaître le candidat, il faut connaître ses documents, il faut ensuite retravailler le document, il faut l'optimiser, le candidat revient vers nous. Donc la séance de coaching à l'heure, ça fonctionne pas du tout, donc on a arrêté ça et maintenant, en fait, on fait des programmes sur plusieurs séances parce que c'est vraiment ces programmes-là qui permettent de aux candidats d'obtenir comme je vous l'ai dit, hein, le top 3 de ses vœux. Donc, ça, ça a été, on l'a expérimenté. Je sais qu'on nous le demande de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc, il y a peut-être d'autres organismes ou des conseillers en freelance qui peut-être qui peuvent faire ça. Si vous avez besoin juste ponctuellement d'une demi-heure ou d'1 heure sur un sujet, vous pouvez aller voir. Mais nous, on fait pas ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais descendre. OK, non, bah, pas de souci pour les erreurs d'orthographe. Donc voyez la stratégie, elle est, heu, on arrive bientôt sur la fin de la conférence. La stratégie enfin, elle est surtout en amont, en fait. Vous allez voir Parcoursup, c'est quand même assez, assez, didactique quelque part. Ils font des progrès chaque année. Voilà, pour sélectionner un vœu, bah, ça va pas vous prendre 10 minutes, hein. Vous allez taper votre vœu, vous allez trouver le vœu qui vous intéresse, vous allez cliquer, vous allez c'est un peu comme si vous mettiez, un produit dans un panier quand vous faites du e-commerce, quand vous achetez en ligne, bah, c'est un petit peu pareil. Mais la vraie difficulté, c'est pas de faire ça, en fait, c'est pas de prendre, un vœu, une formation et de le mettre dans la liste dans votre panier de vœux ou dans votre liste de vœux. La difficulté, elle est en amont, c'est de trouver, parmi les 25 000 formations, bah, le cursus qui va être pertinent pour l'élève et surtout le cursus qui va être aligné avec le profil scolaire de l'élève et avec, le raisonnement qui l'amène à se projeter sur un cursus. Parce qu'en fait, il faut aligner à la fois, bah, son parcours scolaire, son parcours académique, ses notes, les attendus des formations en termes de recrutement des candidats, ça c'est essentiel. Et puis aussi, surtout, où est-ce qu'il veut aller en fait le jeune? Où est-ce qu'il se projette? Quel type d'études il a envie de faire? Des études courtes, des études longues, des études, sélectives, pas sélectives, pour aboutir à quoi? Et en fait, la grande difficulté, c'est d'aligner ces 3 blocs-là et peu de gens savent le faire en fait, et c'est ça qui est complexe dans cette approche-là, c'est que nous, notre métier, c'est de faire ça, en fait, avec tous les coachs avec lesquels je travaille. C'est qu'on essaye au mieux d'aligner tout ça, en fait, d'où vient l'élève, sa trajectoire académique, ses points forts sur les matières fortes, les, comment il se projette. On l'aide, bien sûr, à trouver ses formations, à se projeter et surtout à comprendre comment une formation du supérieur recrute, qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont ses attendus et on lui évite de demander, de mettre des vœux qui ne sont pas du tout adaptés à son profil et au contraire, on va essayer d'optimiser le potentiel sur les 10 vœux principaux parce que 10 vœux, bah, c'est pas beaucoup en fait, donc il ne faut pas se tromper sur les 10 vœux. Alors bien sûr, vous avez les 10 vœux en apprentissage, mais tout le monde ne veut pas faire de l'apprentissage. Et puis, il faut savoir aussi heu, comment bien intégrer, les formations dans lesquelles il y a des vœux multiples, il y a des sous-vœux parce que vous avez, jusqu en tout cas à date, vous avez jusqu'à 20 sous-vœux possibles. Ça marche pour certaines formations sélectives. Donc il faut jouer aussi avec ça pour optimiser, chacun des vœux ou alors peut-être faire des vœux sur des concours d'écoles dans lesquels il y a plusieurs écoles accessibles. Donc avec un seul vœu, vous avez accès à plusieurs écoles. Donc tout ça, bah, ça fait en sorte que, avec un vœu, vous allez pouvoir postuler à plusieurs écoles. Donc ça vous ouvre encore un peu plus le spectre des vœux qui sont disponibles sur la plateforme. Voilà, alors, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur ont davantage d'ouverture d'esprit depuis la réforme du bac avec les spé? Heu, je ne saurais pas trop quoi répondre à cette question. Les établissements d'enseignement du supérieur, ils ont d'abord des contraintes de recrutement.
Et puis ils ont en tête, un peu, on se le cache pas, des profils types d'élèves, de candidats. Donc ils ont défini en fait, les types de candidats qui conviennent et puis aussi, quelque part, hein, ils ont quand même de l'expérience, ils ont un recul. Ils savent très bien les candidats, pour lesquels ça va fonctionner, les candidats pour lesquels ça va pas fonctionner. Il faut aussi leur faire confiance sur ces sujets-là. Ils savent très bien que certaines combinaisons de spécialités, peuvent mener au succès du candidat. Le succès du candidat, ça veut dire qu'il va réussir dans la formation, qu'il va pas abandonner et certaines combinaisons de spé ou certains profils académiques ne vont pas fonctionner. Donc ils ont, nous dans le supérieur, on voit bien en fait les profils d'élèves qui fonctionnent, qui réussissent et ceux qui marchent pour lesquels ça marche pas. Donc c'est pas une découverte. Alors et puis il faut pas non plus s'attendre aussi à trop d'originalité dans les recrutements ou d'ouverture d'esprit, à tort ou à raison, hein. Moi je connais bien l'univers international anglo-saxon et je dirais que oui, là c'est beaucoup plus ouvert sur les profils de recrutement. En France, on est quand même ça reste quand même un peu monolithique dans les types de recrutement. Donc il faut un peu cocher toutes les cases et toutes les bonnes cases dans certaines formations. Donc là, c'est pas on n'a pas encore fait une évolution de ce point de vue-là. Voilà. Beh, écoutez, voilà ce que je pouvais vous partager ce soir sur ce sujet-là. On fait en général une conférence en live comme ça une fois par mois avec un partage d'expérience et on répond à vos questions. Sinon, vous allez tout trouver sur notre site, hein, pour ceux qui sont intéressés. Là, j'ai mis un petit bandeau, il suffit de cliquer dessus. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur les coachings et qui pensent que c'est intéressant pour les jeunes, en fait, ou pour les enfants, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous qui est sans engagement. On échange, on vous dit si le coaching est fait pour vous et puis on vous envoie un devis, puis ensuite on peut commencer le coaching si ça vous intéresse. Écoutez, merci à tous et je vous souhaite, une très, très bonne soirée, et je vous dis peut-être à bientôt au sein de notre cabinet chez Coaching Sup Orientation. Merci à vous, bonne soirée, bon dîner. Bye bye.